Le problème, ce n'est pas l'investiture. Le problème, c'est que ce qu'ils vont apporter comme rendement dans leur éventuel poste à tâche. Maintenant, on va parler de ce ministre-là. On va parler de ce ministre-là qui a vraiment, s'est vraiment illustré dans l'incompétence totale. Et le chef de l'État avait parlé des erreurs du passé. Je pense que reconduire M. Guissaro fait partie d'une erreur de parcours. Alors je me suis posé la question, quel est son ganga, comme on dit, quel est son féticheur? Comment il doit revenir aussi longtemps que nous voyons l'état de nos routes, quand nous voyons les zones pilotes, par exemple les ronds-points des Huileries, et regardez l'avenue Kamambar qui va jusqu'au bon marché, et regardez l'avenue Nyangwe, regardez... Mais c'est vraiment terrible. Et le chef de l'État s'était lui-même rendu une fois à ma campagne pour regarder de ses propres yeux. Mais jusque-là, cette avenue-là n'est pas encore opérationnelle. Tout ça, c'est M. Guissaro. Et je me pose la question, je n'ai aucun problème personnel avec lui. Mais je me dis que c'est un incompétent. En tant que délégué sacré, je trouve que le chef de l'État doit revoir et mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. J'ai dit Kabila, c'est un mauvais. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, Kabila? Ou bien, regardez sa réaction corporelle. On parle de réaction au stimuli. Vous ne savez pas quand il est content. Vous ne savez pas quand il est fâché. Et ça me dérange. Vous ne savez pas. C'est son style, c'est sa nature. Non, mais écoutez, je sais. On nous a parlé d'un président taiseux. On nous a parlé d'un président taiseux ici. On a vu Moïse Katumbi ici. Il devait présenter son programme à la population congolaise. Il n'est pas venu. Il a fait par procuration. Comment on peut faire confiance à un individu comme ça? Que pensez-vous? Adolphe Mouzit était président, candidat. Attendez. Ce qui est important ici, c'est de beaucoup parler ou bien de produire les actions. Là, vous devenez mon co-débatteur. Non, je vous pose des questions. Restez dans votre peau de journaliste. Vous avez la parole. Je vous explique. Est-ce que vous avez déjà vu Kabila aller expliquer son programme? Un président taiseux. Il veut défendre son diplôme. Il y a Papa, le diplôme, c'est un monde privé. Ça, c'est personnel. Et ça, c'est la présomption de la connaissance. Vous êtes licencié, mais oui, c'est un papier, on peut le déchirer. Mais vous devez expliquer ce que vous avez étudié, ce que vous êtes à la hauteur. C'est maintenant qu'il vient se rattraper, en tant qu'autodidacte. Il est docteur. Oui, c'est bien, il est docteur. Mais est-ce qu'il a suivi le cursus normal? Mais soyons sérieux. Mais nous parlons de la présomption. Il est docteur, oui, il a porté le chapeau, oui. Mais qu'on lui mette maintenant un débat avec les gens de quoi parlons-nous? Parce que Kabila... J'y reviens par rapport à la Constitution. Est-ce que lui-même avait constitué, il connaissait ce qui s'est passé dans la Constitution? Parce que quand ils sont partis à Sen City, lui, il était un Kadogo, il était dans l'armée. Est-ce qu'il pouvait nous parler des dispositifs de cette Constitution? Juste pour qu'on a entendu ici que le poste de commandement militaire dans notre armée, 43% doit revenir à une ethnie majoritaire, soit minoritaire, alors que nous avons 450 ethnies ici. Je ne sais pas si on comprend. Nous, on n'a pas des ethnies majoritaires ou bien minoritaires ici. Les Balouba sont là, les Bakongos sont là, les Bayanji sont là. Nous sommes sur le pied d'égalité. Mais quand on nous parle maintenant de phénomène de minorité Tutsi, ou bien Banyamoulenga, ça crise. Et puis vous verrez que dans notre armée, la majorité des officiers militaires, ce sont d'origine Tutsi. Je n'ai rien contre eux. S'ils sont congolais, ce n'est pas un problème. Là où peut-être il faut se poser des questions. Parce que c'est les présidents actuels qui avaient dit que ce sont des Congolais. Ne vous en faites pas. C'est que le chef de l'État a dit oui, il a des éléments pour le confirmer. Alors, mais quand vous regardez... Est-ce que vous êtes convaincu, excuse-moi, monsieur Kankonda, vous êtes convaincu que ces gens-là sont... Mon avis ne compte pas. Non, on discute à haute voix. Mais pour ce qui me concerne... Nous sommes Congolais, oui. Votre point de vue, avec toute honnêteté et sincérité. Êtes-vous d'avis que, ou encore... vous êtes convaincu? Je ne suis pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu? Je le dis tout haut. Moi, je ne suis pas convaincu. Je suis nationaliste. Je suis des pères et des mères, d'arrière-grand-père, de génération en génération congolais. Si on changeait la Constitution aujourd'hui, la Constitution, nous devons la changer. Ça sera tabou rasa et que les gens vont revenir. J'ai fait allusion à Kabila que vous fustigez ici. Il va revenir dans la course. Nous devons la soumettre à la population pour le référendum. Ça doit d'abord passer à l'Assemblée nationale. Alors nous demandons à ce que la population comprenne. Nous devons d'abord réfléchir à nos lois qui nous dirigent, qui nous régissent.
Moi, je ne permettrai pas que dans notre armée, nous puissions avoir une seule ethnie qui a en supériorité de postes de commandement militaire. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a une émission, l'épée Damoclès, c'est d'une chaîne rwandaise qui a démontré, ils ont cité même les noms des officiers militaires qui sont dans notre armée. Et ça, c'est une infiltration. C'est ça la balkanisation. Nous parlons de quoi? Il y a d'autres pays. Vous avez posé la question pourquoi la guerre ne se termine pas. Mais l'infiltration est là. Et ces gens sont en train même de se retirer. Petit à petit, ils ont compris que là, ça chauffe. Je vais vous envoyer cet élément-là, vidéo, où vous voyez, bon voilà, moi je suis colonel, je suis dans cette armée-là, nous voyons le tribalisme. Oh, mais quand on parle de Mukongo, mais c'est normal. Quand on parle de Moulouba, c'est normal. Nous, on est habitués comme ça. Mais quand on vous parle que vous êtes tout... Et vous dites que c'est... Combien de Congolais sont dans l'armée rwandaise? Combien de ministres sont dans le gouvernement rwandais? Est-ce qu'il y a même un bourgmestre là-bas? Congolais, d'origine congolaise. Nous devons revoir les choses. Nous devons revoir... On n'a rien contre eux. On ne les a pas insultés. Mais quand vous venez dans un pays, essayez de vous acclimater. Suivez les lois de ces pays-là. Il y a des gens qui sont des Belges. C'est comme aujourd'hui, vous êtes Belge. Vous êtes né en Belgique, des papas étrangers congolais. Mais vous commencez à réclamer une partie de la Belgique, peut-être de la Wallonie. Non, ça c'est chez nous. Ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 ça ne se passe pas. Papa, ça ne va pas marcher. Si Kabila les avait permis que ce soit comme ça, si Kabila avait créé lui-même les M23, parce que c'est Lubanga. Kabila n'a jamais dit ça. C'est Lubanga qui a déclaré Kabila ça. N'a jamais dit je dis bien ceci, Kabila ne va pas te le dire. Congolais. Non, mais nous parlons ici de M23. Les créateurs de M23, l'autorité morale et spirituelle des œufs de M23, c'est Kabila, tout le monde le sait. Avez-vous des preuves? Thomas Lubanga l'a dit à la CPI, pour que sa peine puisse être commuée, il a dit que je vous dis que le M23 c'est Kabila, il a donné tous les éléments. Aujourd'hui, nous avons porté plainte. Vous faites foi à ce que dit Thomas Lubanga, c'est votre point de vue. Mais c'était son vous rejetez en bloc ce que dit Claude, c'est Claude Ngoma, comment il s'appelle encore? Les porte-parole de M23. Non mais écoutez. Willy Ngoma. Mais toi tu es ici rapporteur de Willy Ngoma. Non, je vous pose des questions. J'ai dit c'est un terroriste. Quelqu'un qui vient vous terroriser, qui tue vos enfants, qui viole vos femmes. Thomas Lubanga aussi, c'est un seigneur de guerre. Mais oui. Mais tout ça, ce sont les amis de Kabila. C'est lui qui nous avait amené ça ici. Nous pouvons comprendre que la Constitution, et je la soutiens, elle doit être non seulement révisitée, elle doit être changée, parce que nous avons des intellectuels, notre Constitution, notre histoire. Une manière de comme l'a dit Lumumba. Président Kabila de revenir, parce que vous vous souviendrez l'autre fois devant les chefs d'État africains, Kabila avait dit, je vous dis à bientôt, non pas au revoir, je crois. Ah, parce qu'il est dans la monarchie. Et certains opposants disent qu'il y avait une coopération entre Kabila et Tshisekedi, faire ces deux mandats et laisser la place à Kabila. Donc il faut changer la constitution pour permettre à Kabila de revenir aux affaires. Une minute, on se quitte. Si le père de Kabila était le géniteur de la RDC, il va revenir, ce n'est pas un problème. Ce ne sont pas dans la monarchie. Mais Kabila, s'il sait d'où il est venu, le Congo lui a tout donné. Mais non, même si... Bon, attendez, Kabila, tout le monde l'a vu. Si on changeait la constitution, il est citoyen congolais comme vous et moi. Je reviens. Venir à la course. Mais si je reviens, j'ai dit, ne soyez pas mon co-débatteur. Non, je vous pose des questions. Kabila est arrivé ici en plein jour avec les bottes en caoutchouc. Il est sorti avec des Porsche. Est-ce qu'il connaissait le prix d'une voiture Mercedes? On dirait autant aussi pour d'autres présidents aussi. Non, mais vous en faites pas. J'essaie des éléments de vous dire. La RDC lui a tout donné. On a vu sa sœur jumelle qui nous a dit qu'elle a été préparée, formée en Tanzanie. Elle était couturière. Elle était devenue députée ici. Le Congo les a tout donné. Elle a une forte, de grandes sociétés ici. Tout le monde sait que Mme Olive Lembe, elle était à Bukavu, elle faisait ses petits commerces. Aujourd'hui, elle a même des grandes sociétés. La RDC les a tout donné. Maintenant, il va revenir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu terminer depuis 18 ans? Merci beaucoup. Il a voulu changer la constitution de 2016. Ça a créé des morts qui sont sous sa conscience. Aujourd'hui, lui, il est content d'aller terminer son doctorat. C'est ce que nous craignons quand vous voulez aussi changer la constitution. Sinon, c'est pas... Tshisekedi n'est pas un dictateur, Kabila était un dictateur. Faisons le parallélisme. Un dictateur sanguinaire. Tshisekedi, c'est un démocrate libéral. Comment vous définissez un dictateur d'après vous? Mais un dictateur, c'est quelqu'un d'abord qui vous prend toute la liberté. Vous n'avez pas le droit de manifester. On a vu. Vous n'avez pas le droit ni de les critiquer.
Alors, à la Tshisekedi, tout le monde passe ici. Tshisekedi n'a pas étudié, on a fait ça. Vous rentrez chez vous à la maison. Tshisekedi, tout ça. Défendre, je suis journaliste, je sais de quoi je parle. Je parle de la dictature. Il est parmi le seul, ou encore parmi les rares présidents qui a été beaucoup plus critiqué ici au pays. Ah, et qui a beaucoup tué aussi. Ça, c'est vous qui le dites. Il a ses mains propres. Kabila nous a tués. Les manifestations interdites. Kabila a tué qui? J'ai dit exemple. Vous citerez qui? Oh, je vais citer Tchébéa. Vous citez? Tchébéa. Je vous cite Okende. Qui encore? Je vous cite Arma Tungoul. Je vous cite Olivier, un jeune qui vient d'être assassiné ici dans les locaux de la police. Qui encore? Vous avez des preuves? Non, parce que vous n'avez pas de preuves non plus que c'était Kabila. C'était son régime et vous attribuez ça à Kabila. Arma Tungoul a frappé un caillou, on l'a arrêté, il a été torturé. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas son corps. Deuxièmement, les manifestations dans les sièges de l'IDPS. Un missile est tombé là-bas, plus de 50 morts. Tout ça, c'est Kabila qui avait envoyé. Non, le ciel était incendié même. Mais oui, mais c'est incendié par un missile. Les manifestations arrêtées. Les manifestations. J'ai perdu un grand frère là-bas. Effectivement, paix à son âme. Alors, citez-moi maintenant ce que Tshisekedi a fait. C'est la fin. Les manifestations. Merci d'être venu. Coupure d'électricité, coupure d'internet. Pendant ces ans, Kabila n'a jamais. Bon mardi à vous, amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. Enfin, c'est l'investiture du gouvernement souminois dans le minute suivante, hein, donc ça va se passer au Palais du Peuple. Les voix s'élèvent, il y a de ceux-là qui pensent que c'est d'une manière urgente, c'est en procédure d'urgence, mais sinon c'est ce que les gens pensent, mais du moins le gouvernement souminois sera investi aujourd'hui. Il a évaluer son programme ou encore son plan d'action, il a parlé de 18,5 milliards de dollars par an. Si on fait x5 pour parler de 5 ans, eh bien on est dans le 90 quelques. Donc on suppose 92, hein, donc 90 milliards de dollars pour le quinquennat. Donc est-ce qu'on sera en mesure de mobiliser les fonds au point de satisfaire les Congos ou encore les Congolais que nous sommes? Bon vent, bonne chance à elle. L'insécurité continue à battre son plein dans la partie Est. Est-ce qu'on peut dire que cette fois-ci avec cette dame, avec une maman à la tête du gouvernement, on peut parler paix? Comment elle va s'y prendre? Est-ce qu'elle répond aux critères? C'est une question qui taraude l'esprit des milliers en tout cas en ce moment. Eh bien, nous allons vous en dire plus. Et sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir un représentant de l'Union Sacrée, les paricochers du chef de l'État en la personne du docteur Kankonda, qui est avec nous, Gilbert. Nous sommes très heureux de le recevoir parce que c'est un habitué de cette émission, mais ça fait un bon bout de temps, il a été empêché. Il est de retour, il est des nôtres, c'est un honneur. Cher docteur, merci d'être là et bon mardi à vous. Merci beaucoup, merci Gelorki et merci à RTV5. Excuse-moi de nous révéler, de penser à nous, une fois de plus, par rapport à nos analyses, des fois percutantes, des fois ça frise la chronique, ou bien ça. Mais tout ça, c'est par l'amour du Congo. Je profite de l'occasion pour saluer l'équipe technique et tous ceux qui nous suivent à la maison. Ils sont nombreux à m'attêter et ils sont nombreux dans des camps militaires. Parce que vous savez, comme on dit à Lingala, Naza Molobeli, il y a Bassi, il y a Mampinga Nabiso, Nabana Nabango, Naba Mampinga. Mon combat, c'est que c'est la Bango, qu'ils soient dans de bonnes conditions. Bana Mampinga, ils doivent aussi faire les universités. Ils doivent être exemptés de tous les frais des universités. Bana Mampinga, Bakoko Futa, Mbongo, il y a université, comme les enfants des fonctionnaires. Et voilà mon combat. Et je salue tous ceux qui nous suivent. Mais une petite pensée pour M. Kilimba Limba. Parce que je vois qu'il est en train maintenant d'essayer de se réveiller. Il se réveille depuis tout le temps qu'il est là, depuis plus d'une année. Mais les embouteillages à Kinshasa, c'est vraiment beaucoup. L'insécurité, même les militaires qui sont dans des sociétés. C'est aussi l'état de nos routes. Hein. Les routes sont impraticables. Oui, mais. Vous vous souviendrez de ces projets Kinshasa zéro trou. Et non, mais ça, bon, le ministre est revenu aux affaires. Peut-être cette fois-ci, il fera quelque chose. Mais non, on va parler de ce ministre-là. On va parler de ce ministre-là qui a vraiment, il s'est vraiment illustré dans l'incompétence totale. Et le chef de l'État avait parlé des erreurs du passé. Je pense que reconduire M. Guissaro fait partie d'une erreur de parcours. Alors, je me suis posé la question, quel est son ganga, comme on dit, quel est son féticheur?
comment il doit revenir aussi longtemps que nous voyons l'état de nos routes, quand nous voyons les zones pilotes, par exemple, les ronds-points des Huileries, et regardez l'avenue Kamambar qui va jusqu'au bon marché, et regardez l'avenue Nyangwe, regardez... Mais c'est vraiment terrible. Et le chef de l'État s'était lui-même rendu une fois à ma campagne pour regarder de ses propres yeux. Mais jusque-là, cette avenue-là n'est pas encore opérationnelle. Tout ça, c'est M. Guizaro. Et je me pose la question, je n'ai aucun problème personnel avec lui. Mais je me dis que c'est un incompétent. En tant que délégué Sake, je trouve que le chef de l'État doit revoir et mettre les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que quand les routes sont mauvaises, ça crée aussi des embouteillages. Bien que ça, ce n'est pas pour exempter M. Kilimbalimba, parce que je vis hier sur l'avenue des Huileries. Heureusement qu'aujourd'hui, ça marchait. Ils ont pris la fourrière, les camions là, qui transportent les véhicules qui sont mal parqués. Déjà, ce n'est pas la fourrière de l'État, ni de la police. Ils sont en sous-traitance avec, on peut dire que Zakop Nabango. Vous voyez, à cette heure-là, l'heure où les gens doivent vaguer facilement leurs occupations, ils prennent les Kalungu, ils mettent sur l'avenue de Mot des Arts, qui doit transporter, empêcher les paisibles citoyens de marcher, même si les gens sont dans l'infraction, mais il faut savoir les interpeller. Nous parlons ici de la police de proximité. La proximité, c'est le dialogue, la proximité, c'est de parler avec les gens, parce que nous sommes tous Congolais, mais voir ce qui s'est passé hier, en tout cas, ça m'a vraiment... ça a heurté beaucoup de sensibilité. Et puis, prévenir sur le rond-point des Huileries, vous venez sur l'avenue Kalembelembe, vous verrez qu'il y a des bureaux d'eux. Le bureau ils sont nombreux là-bas, ça c'est vrai. Ils tracassent le paisible citoyen, le motard. Ces gens-là, je ne dis pas que ce sont des saints, mais vous les avez quand même donné une frontière, là où ils ne peuvent pas. Absolument. Mais sur le rond-point des Huileries, je ne vois pas pourquoi on doit interpeller ces gens-là. Et ces gens-là ne sont pas identifiés. Ils arrêtent, même le capitaine, le major qui est là, ils ne le respectent pas et ils doivent donner le rapport à un individu qui est à l'Assemblée nationale, bien que l'ancienne Assemblée nationale, hein, bien qu'ils sont déjà partants. Si on arrête une moto là-bas, sur l'avenue de Kalembelembe, ils doivent payer au moins 200 000 francs. Et quand vous leur demandez la quittance, et ces gens-là ne donnent pas la quittance. C'est pourquoi je l'interpelle à M. Kilimbalimba. Comment ça peut se passer à moins de 2 km de son bureau, et que ces gens-là, ce sont des bureaux d'eux, ils ne sont pas identifiés, ils n'ont pas de carte de service, ils doivent tracasser le paisible citoyen, ils les arrêtent. Quand vous allez dans leur bureau, je me suis rendu l'autre fois, toujours dans la stratégie que les gens puissent comprendre ce que nous disons ici, mais il y a une dame qui est là et vous dit, mais voilà, et si la moto entre là-bas, et puis il y a un chef à côté avec sa bouteille de bière, le tout-puissant qui est de l'autre côté, et vous lui posez la question, qui il est, il ne sait pas vous répondre. Non, voilà, l'Assemblée nationale. Il y a un individu à l'Assemblée. Ça doit changer. Nous interpellons les autorités de la ville, M. Kilimbalimba, je pense que c'est dans ses responsabilités. Quand ces bureaux D-là n'obéissent pas à la police qui est à côté, quand la police intervient, des fois c'est virulent. Des fois ils reviennent à la main. Alors je pense que M. Kilimba a encore un travail à faire. Je vis ce qu'il a fait sur Kitambo Magasin. Il essaie de disperser les gens avec le marché pirate. Tant mieux, mais il doit faire plus que ça. La métropole a besoin de la sécurité. Il y a encore tout à faire, oui. Voilà. Ah oui, hein, la police a un grand travail à faire. Surtout la police de Kinshasa. Hein, si vous regardez la manière dont les chauffeurs sont tracassés, les véhicules sont vraiment dérangés d'une manière abusive parfois. Et tout ça, ça revient à la tête du chef de l'État. Ben voilà, c'est ça le problème. Quand vous interpellez quelqu'un qui est dans l'infraction, mais d'abord présentez-vous. Voilà. Expliquez-le calmement. Nous parlons de la police de proximité. Vous l'interpellez, vous lui posez la question, voilà, nous vous arrêtons pour tel motif, mettez-vous à côté. Et à savoir que toute infraction n'est pas condamnable. Il y a certaines infractions où on peut conseiller le chauffeur. Voilà. Eh bien, il ne faut pas prendre ça. Prochainement, il faut faire ça, et puis partez. Mais pour nos policiers, apparemment, ce n'est pas le cas. Alors, ils sautent même sur le véhicule. Et ça, c'est grave. On arrache même des plaques de véhicules. Et c'est grave. Franchement. Ça, une fois j'étais à limiter échangère, bon. C'est pas important. Non, il faut le dire. Absolument. Il faut dénoncer. Il y a des choses qui se passent que vous ne pouvez même. Et tout ça, ça revient sur la tête du chef de l'État. Ça ne marche pas. Et quand ils vous arrachent la plaque, ils ne vous disent pas là où est-ce qu'ils amènent la plaque. Voilà. Ils ne vous disent pas.
Et le lendemain, vous donc, commencez d'aller chercher, fouiller, si c'est... Donc, franchement, c'est vraiment compliqué. Alors, on va parler d'actualité. Investiture du gouvernement souminois, où il y a un ministre incompétent qui s'y trouve, il sera investi aussi. Mais vous l'avez si bien dit, donc. Il n'est pas seul. Ah, donc il y a des ministres incompétents au sein de ce gouvernement. Je n'ai rien à voir avec eux, mais ils reviennent 2, 3, 4 fois. Alors quand nous regardons le rendement, c'est vrai que le chef, celui qui a fait les castings avec Mme Souminois, alors il y a des choses, il y a des ministres qu'on ne voudrait pas voir. Les incompétents seront investis aujourd'hui. Je voulais dire, les temps, est-ce que les députés ont eu le temps de bien cerner encore, de bien lire les programmes de ce gouvernement, au point de critiquer s'il y a peut-être les amendements? Ne voyez-vous pas que c'est aller aussi vite, peut-être ça va nous causer préjudice ou encore du tort, ou carrément on peut dire que c'est du remplissage, hein? Faisons-le pour avancer, pour continuer. Non, quand vous parlez des émoluments de députés, raison pour laquelle ils doivent être là, même si on vous appelle à 1h du matin, demain matin vous avez la plénière, vous devez être là, on doit vous envoyer la matière, vous devez préparer. Ces gens-là, nous pensons que ce sont des professionnels, nous parlons ici des députés. Mais c'est un travail intellectuel, il faut un peu de temps pour bien lire, comprendre. Non, ça, vous êtes en train d'exempter les députés. Quand ils non, pas du tout, je parle par rapport au délai, l'état imparti au fait. Quand on les appelle, quand il faut des motions pour demander qu'on puisse les ajouter encore sur les 21 000 $ qu'ils ont, et qu'ils demandent qu'on a, même si vous les appelez à 3 h du matin, de venir à 5 h du matin, ils seront là. Ils seront là parce que pour eux, c'est quoi? C'est une motivation pour eux. Ils vont venir, même si vous leur donnez un document de 2000 pages, ils sont capables de vous dire ce document-là, nous l'avons lu, nous l'avons intériorisé pour pouvoir répondre. Voilà, et c'est une belle question. Je pense que je parle de ces députés qui sont des professionnels. On les a envoyé les documents qu'ils doivent lire, qu'ils doivent intérioriser. Sur base de ça, il y a quand même des questions qui vont être posées à Madame la Première ministre avec son équipe. Et le budget, sa voisine a plus de 92 milliards 400 pour les 5 ans. Tout à fait. Alors, nous pensons que c'est un budget, c'est ça que le chef de l'État avait préconisé lors de son premier mandat, quand il était le programme de sa campagne. Et nous pensons que Mme Souminois sera là pour essayer de le maximiser. Et je pense que, pour répondre à votre question, ces gens-là, ce sont des gens qui ont la capacité de se concentrer aux tâches qui les sont confiées. Avoir un document, essayer de le lire, de comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui va lire toutes choses. Il y en a qui vont lire, peut-être il y a des commissions, il y en a qui vont lire peut-être 100 pages, il y en a qui vont lire peut-être 50 pages, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour essayer de dissiper tout le malentendu, pour que ce gouvernement puisse être investi aujourd'hui. Les gens ont parlé. Vous-même ici, là, vous avez parlé. Ça fait plus de 5 mois, 3 mois, 4 mois, on n'a pas le gouvernement. Vous avez oublié que la Belgique a fait plus de 645 jours sans gouvernement. Mais les contextes diffèrent aussi. Vous n'avez pas tort, oui, mais les contextes diffèrent. 650 mois, le contexte est différent, mais nous avons quand même calqué ce qui se passe en Belgique. Je pense que ce n'est pas dramatique. La République doit avancer avec les ministres qui sont là, qui sont investis, et nous demanderons ici, le problème ce n'est pas l'investiture, le problème c'est que ce qu'ils vont apporter comme rendement dans leur éventuel poste à tâche. Nous avons parlé ici de M. Guizarro, je veux parler aussi de M. Jean Boussien-Loussa, nous allons parler ici de l'autre là, de portefeuille, c'est quoi, il s'appelle comment le portefeuille. Voilà, le nouveau avenir. Nous allons demander à ce que... Non, il y a un ancien là, le nouveau avenir. Alors, nous allons demander à tous ces gens-là de pouvoir travailler pour la République. Jean-Pierre Bemba, mais bref. Jean-Pierre Bemba est là, c'est vrai qu'il a été muté. On parle aussi de Boudimbo, qui est revenu. Oui, Didier Boudimbo, il a encore les présomptions. Si on regarde ce qui se passe, parce que vous avez dit tantôt là que vous avez reconnu qu'il y a certains qui sont médiocres, il y a certains qui sont nuls. Que peut-on nous attendre de ce gouvernement souminois? Non, nous allons attendre que... ça, ce sont des positions claires. Le fait qu'il y a des oranges pourries, est-ce que ça ne va pas détruire non, comme la majorité, les majorités sont clean, les oranges pourries vont pourrir d'elles-mêmes. Non, très souvent, nous demandons ici, c'est les pourris qui contaminent ce qui est bien. Non, mais parce que c'est la loi de la nature d'ailleurs. Effectivement, quand on va mettre un peu de vinaigre là-dedans, les oranges pourries vont pourrir d'eux-mêmes. Nous allons demander à Mme Souminois d'être trop regardant parce que ça, c'est un gouvernement des défis. Un gouvernement des défis qui a l'obligation de démontrer que le chef avait raison.
s'il a reconduit M. Guissaro, ça dit que Guissaro doit... Je dis que je n'ai rien contre lui personnellement, je suis délégué sacré. Non, nous parlons mais nous devons comprendre que... Du fait qu'il assume des responsabilités, il y a lieu de placer un mot. On ne peut pas comprendre que la route qui quitte, par exemple, la botte jusqu'à Ngouba, ça nous sommes à Bukavu, cette route est vraiment impraticable. Et nous avons un ministre qui n'a jamais mis pied là-bas. Quand nous quittons, par exemple, Mwenedit pour aller à Luputa, et pour les gens qui nous regardent de là, cette route est vraiment impraticable. Alors que ce sont des routes que nous pouvons dire des routes moteurs. Là où le fermier, là où les agriculteurs doivent évacuer leurs marchandises. Regardez au Congo central. Est-ce que ces ministres s'étaient déjà rendus là-bas? Regardez seulement, je vous ai dit que prenons l'exemple pilote de la ville, province de Kinshasa. Quand vous allez à Kisenso, il y a des routes qui sont impraticables. Quand vous êtes en Mbuji-Mayi, regardez les routes et les ravins, les têtes des ravins qui sont déjà prononcées, alors que ce ministre a le budget nécessaire pour pouvoir pallier à tout ça. C'est vrai, quand vous allez en Binza, à ma campagne, et de l'autre côté, à Mongafula là-bas, il y a des routes qu'on ne peut pas arriver. Tout ça, c'est dans ses prérogatives. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le projet? Quelles sont les stratégies qu'il a avec ses cabinets? Je sais qu'il a quand même une équipe de communication. Il communique quoi? Est-ce qu'ils peuvent nous montrer la route qui quitte le rond-point des Huileries, l'avenue Wangata, qui quitte par exemple l'avenue Kabinda, jusqu'ici sur le boulevard 30 juin, c'est une route secondaire. S'il y a des embouteillages là-bas, ça peut toujours arriver. Mais est-ce que cette route-là est praticable? Regardez l'avenue Kabinda. Quand vous êtes sur le rond-point toujours, je montre les routes. Quand le chef de l'État doit se déplacer, ils sont obligés de prendre 24. Toujours 24, mais il y a d'autres routes que le chef de l'État ne peut pas marcher sur une même route tout le temps. C'est pourquoi je demande au chef de l'État que des fois il prend sa voiture banalisée, qu'il prenne même sa petite voiture là de 3 pneus, qu'il mette Guizaro à côté. Bon, viens, on va faire un petit tour de la ville province de Kinshasa. Essaie de voir à quoi ça ressemble. Essaie de voir à quoi ça ressemble. Maintenant, quand il va entrer sur l'avenue Kabinda, jusqu'à peut-être à l'RTNC là-bas. Prendre même l'avenue des Huileries ou bien Kabambar jusqu'à Bon Marché. Effectuer cette route de 2 ou 3 km avec M. Guizaro. Et puis par après, vous descendez, chef de l'État, vous posez la question à M. Guizaro. Ah, voilà, moi j'ai très bien roulé ici. Comment ça se passe? Parce que tous les pratiquants de cette route-là commencent à entrer maintenant dans des petites avenues où il y a des petits enfants. Parfois à une vitesse excessive, mais tout ça, ça crée des problèmes. Est-ce que M. Guizard peut répondre à ça? C'est bien quand il vient à l'Assemblée nationale, nous voilà le palais du peuple. Mais est-ce que derrière le palais du peuple, l'avenue Kabinda, est-ce qu'il peut pratiquer là? Avec sa voiture, même avec sa flotte de sécurité, ça ne marche pas. Ça, nous interpellons. Nous ne voudrons pas que les mêmes erreurs du passé puissent se répéter aujourd'hui. Je suis de l'Union sacrée, je parle de la République. Ah oui, on parle de Moi, je ne parle pas d'un individu. Je parle... Parce que c'est le projet du chef de l'État. On a mis à nu les échecs ou encore les compétences de Guizaro, mais vous avez cité également Jean-Luc Boussa plutôt. En quoi il a échoué, en quoi il est faux? Mais il était ministre, non? Est-ce que s'il quittait le... Faisons le parallélisme. Monsieur... comment il s'appelle encore l'ancien ministre de Pius Mwabilou, par exemple. Aujourd'hui, on peut penser que Pius Mwabilou, dans ses annales, il a pu remettre tout ce qu'il y a eu comme bâtiment, tout ce qu'il y a eu comme l'infrastructure appartenant à l'État, il l'a rendu. Exemple, quand vous êtes sur sur Royal, vous voyez des tours là. Oui. Ces tours là appartiennent à l'État. Il y a des gens qui se sont appropriés de ces tours là. Pendant longtemps, il y avait pendant très longtemps, les particuliers en fait, qui occupaient. Mais des particuliers qui occupent là, mais qui fait louer aux gens trop cher. Alors que l'argent devait entrer normalement dans la caisse de l'État. Mais tous les patrimoines de l'État étaient gérés par des individus. Il fallait attendre que plus mobile puisse arriver pour que même les maisons que Chadar habitait illégalement, il payait, je pense, $50 par mois, alors que ce sont des maisons, nous sommes dans la Gombe, qui les loyers coûtent à peu près 3 000, 4 000 par mois. Et il a pu requinquer,
prendre tous ces bâtiments, infrastructures appartenant à l'État, là-bas. Le fait qu'il n'est pas reconduit, mais les gens savent que Pius Mouabil Mbayo, il a quand même travaillé pour la République. Imagine maintenant Jean-Lucien Boussa. S'il était parti, ou bien Guissard était parti, les gens allaient d'ailleurs acclamer pour dire, mais écoutez, il est parti, nous voulons voir une nouvelle personne, une nouvelle tête qui va travailler pour la République. Alors moi, je me dis, tous ces gens-là, qui avaient déjà travaillé avec Kabila, qui sont revenus dans le gouvernement, mais ils sont devenus inefficaces. Il faut changer notre stratégie. Quand quelqu'un n'arrive pas à tenir parole, promesse si vous voulez, est-ce qu'on peut faire foi à ces dernières? On ne peut pas faire foi à ça. Alors pourquoi j'ai posé la question? Parce que Mme Soumine avait promis, elle avait dit que dans son gouvernement, il n'y aura pas de président de parti politique. Et elle avait dit aussi que ça sera une équipe de 45 ou 47 membres. Nous en sommes à 55 déjà, parce que c'est 54, plus un qui sera rajouté pour le compte de ministre près du Parlement, je crois. Donc on sera à 55. Alors, elle qui avait promis 47, on est à 55. Elle qui avait dit que les patrons de partis politiques ne vont pas se retrouver encore revenir, ils sont là. Ne voient pas qu'elle n'a pas tenu promesse, elle n'a pas tenu parole, d'où on peut remettre en cause tout ce qu'elle peut dire. Hein. Non, on ne peut pas remettre en cause. Il faut quand même, il a quand même le bénéfice de doute là-dessus. Et la présomption aussi joue un grand rôle. C'est une femme qui est bosseuse. Vous devez savoir que nous avons pris plus de 3-4 mois pour finir ce gouvernement. Il y a eu beaucoup, nous sommes en politique, il faut le savoir, hein. Il y a eu beaucoup de pression. Les autorités morales des partis politiques, rappelez-vous, il y en a qui ont parlé que voilà, il y aurait une loi qui disait que si vous avez 10 députés nationaux, vous devez avoir vous devez avoir un poste ministériel. Alors nous avons scruté la Constitution, ni la loi, le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. On n'a pas trouvé ça. Ça, c'était juste ce que M. Kabou avait parlé quand il était informateur. C'était une proposition que les chefs de l'État avaient balayée directement de revers de la main. C'est vrai, nous ne voyons pas beaucoup de chefs de partis politiques dans ce gouvernement. Parce que sinon, on aurait vu Tulkobo. Sinon, on aurait vu Kamere. Sinon, on aurait vu les autres. Non, les gens qui sont là, ce sont des gens qui doivent travailler. C'est le casting. La première ministre a fait son casting. Elle l'a ramené, parce que vous devez savoir qu'il y a aussi le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça, nous lui réservons ça. Qui est aussi une institution de la République. Alors, si elle a décidé que ce soit comme ça, on n'a pas vu les enfants de Bahatul Kobo dans ce gouvernement, comme on l'a vu dans d'autres temps. Est-ce que nous voulons les résultats, l'objectif ici, ou bien nous essayons? Pourquoi je dis nous essayons? Je prends l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Nous ne sommes pas contre lui, c'est vrai, comme on parle de nation, il y a lieu d'évoquer la question. Hier, ministre de la Défense, d'aucuns, vous et moi, pensez qu'une fois il est là, eh bien les résultats seront meilleurs. Mais nous sommes également conscients qu'apparemment, c'est du statu quo ou carrément de l'échec. Alors, il quitte la Défense pour le transport. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu faire de ce côté qu'il va faire de ce côté? Est-ce qu'on essaye, ici il n'a pas réussi, essayons de ce côté, ou bien nous avons besoin de productivité, nous avons besoin de résultats? Ce n'est pas un gouvernement des essayistes. Vous devez comprendre que Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les attentes de la population étaient tellement nombreuses, parce que tout le monde pensait que, voilà, comme c'est quelqu'un qui était dans la guerre, aujourd'hui, là-bas, il va commettre les mêmes erreurs, ou bien avec... Il faut comprendre que les données ont changé. Jean-Pierre Bemba, il a travaillé, la raison pour laquelle vous voyez Goma n'est pas tombé, Kanyabaonga n'est pas tombé, Roubaïa a été récupéré. Il faut quand même mettre ça à son actif. Et le fait qu'il est permuté dans le ministère du Transport, vous devez savoir, pour nous qui avons grandi ici depuis longtemps, Jean-Pierre Bemba est spécialiste en matière de transport. Ils avaient ici une compagnie d'aviation qui s'appelait Sibézaïe, qu'il avait gérée. C'était quoi la suite, hein, d'après? Non, mais la suite, c'est quand la Kabylie est entrée. Il y a eu faille aussi. Non, la suite, c'est indiscrétions, en tout cas. La suite, c'est quand la Kabylie est entrée. Donc, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance aujourd'hui dans ce secteur-là, parce qu'il a déjà géré. Il a fait le management à Bruxelles. Donc, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, occupait les fonctions-là. Nous serons très regardants. Moi, je ne suis pas ici pour faire les dialogues de qui que ce soit. Je voudrais que M. Jean-Pierre Bemba puisse s'atteler
sur les voies de communication, par exemple de voies aériennes, sur les voies ferrées, sur les transports en commun, ainsi de suite. Ça, c'est dans ses attributions. Ce n'est pas parce que je suis de l'Union sacrée, je suis le Kouyakou et je dois venir ici acclamer, j'appelle même. Non, 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 non. C'était là déjà révolu. Je peux être ministre aujourd'hui, j'ai le profil. Absolument. Alors, si je suis dans mon poste, éventuel poste de tâche, je dois travailler, faire la proposition au chef de l'État. Voilà ce que et vous devez savoir aussi que tout ce qu'ils doivent faire, c'est calquer, c'est sur base des 5 priorités du chef de l'État. Que nous parlons ici de l'économie, que nous parlons ici de l'entrepreneuriat, que nous parlons ici de la sécurité. Tout ça, c'est le package du chef de l'État qu'il a dû donner. Donc, c'est sur base de ça que Mme Soumino doit s'y atteler. Que ce soit que le ministre. Chacun ne va pas faire autre chose en dehors de ces six propositions urgence du chef de l'État. Alors, ce que nous allons attendre beaucoup de Jean-Pierre Bemba, c'est que nous n'avons pas une compagnie aérienne ici. Je peux le dire comme ça. Parce que dans les temps où le papa Jean-Pierre Bemba... Donc, Jean-Pierre Bemba répond aux critères. Il répond aux critères. D'après vous, il peut encore travailler. Le résultat va nous satisfaire. Nous attendons le résultat. On ne peut pas faire la présomption des résultats. Moi, je veux voir palper. C'est pourquoi nous y reviendrons toujours. Et je demanderai à la Première ministre. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà demandé. Vous avez les objectifs, c'est comme dans une équipe de football. Hein. Vous avez les objectifs de remporter le match ou le championnat si vous voulez. Mais si vous alignez les joueurs qui sont pas actifs, si vous alignez les joueurs qui sont, entre guillemets, pas bons, ou encore incompétents, je prends l'expression que vous aviez utilisée ici, ça peut vous causer du tort. On quitte Jean-Pierre Bemba pour scruter ou encore pour parler, de... Non, vous allez revenir pour parler de Boudimbo par exemple. Hier, il était à l'hydrocarbure. Les résultats, vous en savez. Aujourd'hui au sport, que peut-on attendre de Boudimbo? La proposition que nous faisons à Mme Souminois, c'est qu'elle doit pouvoir évaluer tous les ministres dans leur secteur après chaque 3 mois. C'est pour permettre à ce que la République, même à elle-même, de comprendre qu'elle est chef d'équipe, elle est entraîneur, on peut le dire, mais il y a dans tel secteur, ou bien dans tel domaine, tel ou tel ministre n'apporte pas le fruit, ou bien le résultat escompté. Président de partis politiques, pensez-vous que Madame sera en mesure de s'imposer? J'ai dit que Madame doit rendre compte au chef de l'État et à la population, et non aux chefs des partis politiques. À titre d'exemple, les chefs des partis politiques ne nous amènent rien. Prenons ça comme ça. Madame Souminois face à Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'elle sera en mesure de faire des remarques hors de deux orientations? Elle est chef de Jean-Pierre Bemba. Elle a le droit de, même s'il faut condamner ou bien la punir, elle peut punir Jean-Pierre Bemba. Je dis bien ceci, elle peut punir Jean-Pierre Bemba. Elle est chef. On ne disconvient pas, c'est elle. Celle qui représente la République. Ouais. C'est elle qui doit maximiser. On ne disconvient pas. Et le numéro 1 du gouvernement. C'est elle qui doit être capable. Mais vous n'avez pas entendu c'est ça, ce sont des entendus qu'on a essayé de vérifier, qu'il y a eu beaucoup de pression. La dame est restée de marbre. C'est un gouvernement de coalition. Je parle, c'est un gouvernement de coalition qui est dirigé par le chef de l'État, parce que le programme qu'ils vont pouvoir réaliser, quand le chef de l'État parlait des erreurs du passé, n'a pas parlé d'un individu. C'est le mandat du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui amène les acteurs majeurs, même mineurs, pour pouvoir travailler pour la République. Il ne travaille pas pour lui, il ne travaille pas pour sa maison, il travaille pour la République. C'est-à-dire qu'on peut le dire en lingala que ce sont des travail qui travaillent pour nous. Alors, nous réitérons à ce que Mme Soumino, sous l'égide du chef de l'État, puisse évaluer chaque ministre, après chaque 3 mois, voir quelles sont les réalisations, parce que s'il ne fait pas ça, il sera surpris après 1 année, parce qu'on peut toujours remanier le gouvernement. Ceux qui n'ont pas pu bien travailler, le rendement par rapport à la population, par rapport au dollar, par rapport au social des Congolais, c'est ça nous disons les termes prioritaires du chef de l'État. Alors, nous voudrions que ça soit maximisé. Parlons de Didier Boudimbo. Okay. Didier Boudimbo a bien travaillé. Parce que vous devez savoir que quand vous achetez 1 litre d'essence aujourd'hui, de carburant, qui vous coûte 3200... non, 3450, 3500. Normalement, ça doit coûter 7
7 000 ou bien 6 000. Sur base de quoi, s'il vous plaît? Sur base de quoi ça? Parce qu'il y a quand même une redevance de l'État qui essaye de compenser le prix de carburant que vous achetez. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais c'est comme ça. Non, je suis au courant. Mais il a dû maintenir, parce que par rapport à nos voisins le Congo-Brazzaville, vous verrez que chez eux, le carburant, il y a pénurie tout le temps. Mais avec Didier Boudimbo, on n'a pas vu beaucoup de fils. Il n'y a pas pénurie tout le temps. J'ai dit, il y a pénurie tout le temps. Le prix de 1 litre d'essence à Brazza, c'est pas plus de $2. Hein. J'ai dit que ce sont... $1 point quelque chose. C'est un pays ici, producteur. Chez nous, c'est au-delà de $1,5. C'est un pays producteur de carburant. Si le carburant a $1 quelque, on a vu il n'y a pas très longtemps. $1, 1 ou 2, ça dépend. Déjà, c'est trop cher. Mais il y a pénurie. Mais quand vous dites ici qu'on devrait payer $7, vous évaluez ça à combien? Je dis c'est normalement l'inflation elle est mondiale. Si on a dit Boudimbois travailler pour maintenir, ça c'est les prouesses du gouvernement passé de Warrior qu'on n'a pas vu beaucoup de fils. Il y a eu des prouesses aussi. Il y a eu des vous êtes sûr? Il y a eu des prouesses. On n'a pas vu beaucoup de fils dans des stations essence, les gens qui dormaient comme on les a vus dans les temps de Kabila. Dans tous les mandats de Félix, on n'a pas, le chef de l'État, on n'a pas vu des gens, des lignes, ou bien de l'engouement, plusieurs jours dans des stations essence, les gens qui cherchaient les carburants. C'est arrivé une ou deux fois, c'était passager, mais ça il faut encourager. C'est ça le peuple d'abord. Parce que quand les gens ne vaguent pas facilement leurs occupations, du diabolier où il a travaillé, est-ce que sur base de 10, sur base de pourcentage, sur 100, est-ce qu'on peut lui donner par exemple 30 ou 40%? Moi je peux lui donner 50 ou 60%. Ah bon? Je peux lui donner ça. Parce qu'il n'a pas échoué totalement, mais il n'a pas réussi totalement par rapport aux attentes. Mais tout ça, ça s'explique par rapport à l'inflation mondiale. L'inflation, elle est mondiale. Même par rapport au dollar qui monte tout le temps, l'inflation monétaire. Mais aujourd'hui, il y a des propositions. J'en avais aussi un ministère de l'économie. Il y a aussi des décisions qui sont prises pour essayer de bannir carrément dans les secteurs de finances l'argent, l'utilisation abusive des dollars. Les gens doivent aller... Le gouvernement, ça n'a pas pu stabiliser les taux d'échange. Mais ça n'a pas été exagéré aussi. Ça n'a pas été exagéré. Je vous dis que l'inflation, elle est mondiale. Il faut regarder ailleurs. Pour nous qui voyageons beaucoup, quand vous allez en Belgique ou bien en France, regardez, même en Turquie, regardez ce que vous achetez peut-être à $1, à €1. Vous verrez que vous rentrez aujourd'hui, c'est à $2 ou bien €. L'inflation, elle est mondiale. C'est vraiment le prix de gaz, le prix de l'essence. Tout ça, c'est le secteur de baromètre que nous pouvons savoir telle chose a un prix très élevé par rapport à chez nous. Et je pense que chez nous, on s'en sort un peu mieux, bien que je ne suis pas trop satisfait. Je ne voudrais pas que les Congolais pensent que voilà, je suis ici, j'ai beaucoup d'argent. Dans la réseau Mata, Biloko Zomata, oui, Biloko Zomata, nous déplorons ça, mais nous ne sommes pas les seuls dans les secteurs. On regarde les pays voisins, vous verrez que chez eux c'est très lourd, il y a une forte comme inflation par rapport à chez nous ici. Je ne sais pas, alors qu'il y avait, comment on appelle ça, un sondage où on a publicité la RDC comme 4e pays les plus pauvres au monde, mais quand vous dites que sous d'autres cieux ce n'est pas ça, ben ça c'est vous, mais vous avez dit tantôt que vous n'êtes pas satisfait au regard de tout ce qui se passe. Ici nous faisons allusion au gouvernement en termes de travaux encore de prouesses faites par le gouvernement Sama. Et en même temps, vous, Union Sacrée, vous exigez, vous pensez même qu'il y a lieu d'échanger la Constitution. Vous avez dit que la Constitution serait à la base de beaucoup de choses. Alors tout ce qu'on a évoqué ici, tout ce qu'on a pu énumérer ici, les routes ne sont pas bien, les taux d'échange sont en difficulté, par-ci, par-là, il y a des problèmes. En quoi la Constitution est coupable au regard de ce que vous avez évoqué comme faille au sein du gouvernement passé? L'inflation n'a rien à voir avec le changement de Constitution. Okay. Vous avez posé une question très importante quand vous me parlez de sondage, qu'on aurait dit que la RDC est le 4e pays le plus pauvre. Mais ça sort d'où? Parlez-moi de l'Ouzbékistan. Ils produisent quoi? Parlez-moi de Brazzaville ici, parlez-moi de Soudan, du Nord ou bien du Sud. Ils produisent quoi? Parlez-moi de l'Éthiopie, parlez-moi de la Côte d'Ivoire. Ça, ce sont des sondages bidons. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça.
par rapport à ce que nous produisons, ce que nous faisons. C'est vrai que notre économie est une économie extravertie, mais il y a le travail qui est en train d'être fait dans ce secteur-là. Je n'accepte pas que quelqu'un vienne me dire, bon voilà, vous êtes un pays pauvre, ainsi de suite. Mais là, moi, je ne suis pas d'accord. Parle-moi un peu de la Belgique, ils produisent quoi? C'est un petit pays. Ils produisent quoi par rapport à la Russie? Et ceux qui ont fait le sondage, c'est pour quel objectif? Est-ce que ce sont des instituts sérieux? Là, je vous laisse le choix. Alors, parlons de la Constitution. Cette Constitution, je suis parmi les acharnés qui ont toujours demandé qu'elle puisse être changée. Et tout le monde sait que cette Constitution, c'est une insulte contre la République, contre le peuple congolais. Elle a été conçue, travaillée en Belgique, à Liège. Je m'étais rendu l'autre fois. Donc, c'est comme si Gelor Kiir n'est pas intelligent. C'est comme si Maître Libeni n'est pas intelligent. C'est comme si toutes les personnalités que nous avons ici n'ont pas de tête pour réfléchir à une nouvelle constitution. Notre constitution, notre, je peux dire, boussole, notre GPS. C'est comme si nous ne sommes pas capables de faire ça. J'y reviens. Nous avons des articles de la constitution qui permettent à ce qu'il y ait balkanisation. Nous avons plus de 450 ethnies. Nous n'avons pas ici des ethnies majoritaires, ici chez nous. Non, ça n'existe pas. Alors, quand ça se retrouve dans la Constitution, quand la Constitution demande à ce que la République puisse céder une certaine partie de sa souveraineté pour la paix africaine. Même les États-Unis d'Amérique, je n'ai jamais compris ça. Les États-Unis d'Amérique, ils ont le voisin, le Mexique, où nous parlons de cartels de drogue, où les gens viennent tout le temps chez eux, mais ils ne peuvent pas céder même une partie de leur terre, de leur légitimité pour la paix de l'Amérique. Il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord. Vous comprenez? Comment vous adhérez dans une structure, n'est-ce pas, vous serez obligé de se soumettre, dans le sens où, à titre d'exemple, nous sommes membres de l'EAC. N'est-ce pas? À l'Est, il y a des soldats de l'EAC qui sont là, qui combattent pour nous, qui prennent des décisions. Certes, c'est en connivence avec Kinshasa, mais toujours est-il qu'il y a une manière de céder une partie de notre souveraineté, c'est dans ce sens-là, non? La RDC a signé beaucoup de chartes. Des chartes, oui. Et des traités mondiaux, on peut le dire, avec beaucoup de pays. Nous sommes membres de Conseil de la sécurité des Nations Unies. Nous avons beaucoup de chartes que nous avons signées, l'EAC, SADC, ainsi de suite. Mais quand vous verrez que dans les mêmes pays avec lesquels nous sommes dans ces genres de partenariat, collaboration, tout ça, ils n'ont jamais, jamais, dans leur constitution, parlé de ce que nous parlons ici. Si nous devons céder une partie de notre souveraineté, pour exemple Congo-Brazzaville, ou bien pour l'Éthiopie, et aussi doivent faire la même chose. Ouais. Donc ça doit être vice-versa. Mais ce n'est pas l'air de ça parce qu'elle est grande par rapport à sa superficie, elle doit céder une partie de sa souveraineté, surtout à l'est de la République, à un autre pays. Ça ne marche pas. En quoi ça choque? Deuxièmement, je vous comprends, mais en quoi ça dérange? Parce que la même disposition a été reprise dans la Constitution de 64, si je m'abuse. C'est l'article 69, si ma mémoire ne me trahit pas, où la Constitution qui a été écrite par les politiques congolais. Hein, si on se souvient de Étienne Tshisekedi, Liaou, je crois, il était là. Liaou Marcel. Voilà, c'était encellé. La même disposition était reprise que céder une partie de votre souveraineté. Mais aujourd'hui, pourquoi ça nous dérange autant? Je parle bien de la Constitution de Belgique. La Constitution, il y a des articles, et je pense 73, excusez-moi si ma mémoire est bonne, qui demandent à ce que, non, 219, on peut revoir les dispositions de cette Constitution. Que ce soit aux États-Unis d'Amérique, leur Constitution elle est trop petite comme ça. La France, sa Constitution a été révisée plusieurs fois. Alors nous, quand nous comprenons que dans notre Constitution, on a pris le temps de l'évaluer, de comprendre qu'il y a des mécanismes qui empêchent la République d'avancer, nous avons le droit de réfléchir. Tout à fait. Pourquoi on ne peut pas réfléchir? Au point d'amender, ce n'est pas mal, parce que reviser la Constitution, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Si vous estimez que l'article est là, nous dérange, pourquoi ne pas changer cette disposition? Il n'y a pas que... Au lieu
plutôt de modifier ou encore de réviser cette disposition au lieu de changer carrément la Constitution. C'est là où je dis ceci, vous avez un véhicule, je vais te répondre par cette métaphore, vous avez un véhicule qui a été accidenté, la carrosserie a été touchée. Vous pensez que quand vous allez réparer la voiture, si vous ne touchez pas la carrosserie, il y aura un problème. C'est pourquoi vous voyez d'autres véhicules, ça roule, mais c'est comme si ça allait vers à droite ou bien à gauche. Donc les impacts sont là. Mais pourquoi ne pas commencer à la racine? Essayer de tout enlever, essayer de recommencer. C'est pas possible de changer la carrosserie. Parce que la carrosserie, c'est ça le problème. Mais l'autre fois, et nous ici, malheureusement ou heureusement, vous n'êtes pas de l'UDPS, mais Union Sacrée. Je vous mets dans le même sac. Je suis sorti de cette école-là, de cette université. L'autre fois, l'UDPS avait lancé une campagne ici au pays, ne touchez pas à la Constitution, à ma Constitution. C'était pendant que Kabila pensait changer ou modifier la Constitution. Mais aujourd'hui, quand ça vient de vous, quelles sont les motivations? Les stratégies de Kabila étaient mauvaises. Kabila déjà c'est un mauvais. Et les vôtres sont Je dis Kabila c'est un mauvais. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, Kabila? Ou bien, regardez sa réaction corporelle. On parle de réaction au stimuli. Vous ne savez pas quand il est content. Vous ne savez pas quand il est fâché. Et ça vous dérange? Vous ne savez pas. C'est son style, c'est sa nature. Non mais écoutez, je sais. On nous a parlé d'un président taiseux. On nous a parlé d'un président taiseux ici. On a vu Moïse Katumbi ici, il devait présenter son programme à la population congolaise. Il n'est pas venu, il a fait par procuration. Comment on peut faire confiance à un individu comme ça? Que pensez-vous? Adolphe Mouzit était président candidat. Attendez. Ce qui est important ici, c'est de beaucoup parler ou bien de produire les actions. Là, vous devenez mon co-débatteur. Non, je vous pose des questions. Restez dans votre peau de journaliste. Vous avez la parole. Je vous explique. On a vu Adolphe Mouzito, candidat, président de la République, aller partout expliquer son programme. Est-ce que vous avez déjà vu Kabila aller expliquer son programme? Un président taiseux. Il veut défendre son diplôme. Il y a Papa, le diplôme, c'est un monde privé. Ça, c'est personnel. Et ça, c'est la présomption de la connaissance. Vous êtes licencié, mais oui, c'est un papier, on peut le déchirer. Mais vous devez expliquer ce que vous avez étudié, ce que vous êtes à la hauteur. C'est maintenant qu'il vient se rattraper, en tant qu'autodidacte. Il est docteur. Oui, c'est bien, il est docteur. Mais est-ce qu'il a suivi le cursus normal? Mais soyons sérieux. Mais nous parlons de la présomption. Il est docteur, oui, il a porté le chapeau, oui. Mais qu'on lui mette maintenant un débat avec les gens de quoi parlons-nous? Parce que Kabila... J'y reviens par rapport à la Constitution. Est-ce que lui-même avait constitué, il connaissait ce qui s'est passé dans la Constitution? Parce que quand ils sont partis à Sen City, lui, il était un Kadogo, il était dans l'armée. Est-ce qu'il pouvait nous parler des dispositifs de cette Constitution? Juste pour qu'on a entendu ici que le poste de commandement militaire dans notre armée, 43% doit revenir à une ethnie majoritaire, soit minoritaire, alors que nous avons 450 ethnies ici. Je ne sais pas si on comprend. Nous, on n'a pas des ethnies majoritaires ou bien minoritaires ici. Les Balouba sont là, les Bakongos sont là, les Bayanji sont là. Nous sommes sur le pied d'égalité. Mais quand on nous parle maintenant de phénomène de minorité Tutsi, ou bien Banyamoulenga, ça crise. Et puis vous verrez que dans notre armée, la majorité des officiers militaires, ce sont d'origine Tutsi. Je n'ai rien contre eux. S'ils sont Congolais, ce n'est pas un problème. Alors imaginez... Non, ce ne sont pas des Congolais. Ah, ils ne sont pas des Congolais. Ça, c'est bien. Là, il faut parler de Tutsi, ce ne sont pas des Congolais. Mais par contre, les Banyamoulenga, là où peut-être il faut se poser des questions. Parce que c'est les présidents actuels qui avaient dit que ce sont des Congolais. Ne vous en faites pas. C'est que le chef de l'État a dit, oui, il a des éléments pour le confirmer. Alors, mais quand vous regardez... Est-ce que vous êtes convaincu, excuse-moi, monsieur Kankonda, vous êtes convaincu que ces gens-là sont... Mon avis ne compte pas. Non, on discute à haute voix. Mais pour ce qui me concerne... Nous sommes Congolais, oui. Votre point de vue, avec toute honnêteté et sincérité. Êtes-vous d'avis que, ou encore, vous êtes convaincu? Je ne suis pas convaincu. Vous n'êtes pas convaincu? Je le dis tout haut. Moi, je ne suis pas convaincu. Je suis nationaliste, je suis des pères et des mères, d'arrière-grand-père, de génération en génération congolais. Si on changeait la Constitution aujourd'hui, la Constitution, nous devons la changer. Ça sera tabou rasa et que les gens vont revenir. J'ai fait allusion à Kabila que vous fustigez ici. Il va revenir dans la course. Nous devons la soumettre à la population pour le référendum. Ça doit d'abord passer à l'Assemblée nationale. Je demande au régisseur de nous donner encore même 5 minutes, excusez-nous. Ce que nous parlons, c'est très important. Déjà, oui. On est en train de chuter, mais je risque de me blesser si je chute brusquement. En douceur, ne vous en faites pas. Très bien. Alors, nous demandons à ce que la population comprenne. Nous devons d'abord réfléchir à nos lois qui nous dirigent, qui nous régissent.
Moi, je ne permettrai pas que dans notre armée, nous puissions avoir une seule ethnie qui a en supériorité de postes de commandement militaire. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a une émission, l'épée Damoclès, c'est d'une chaîne rwandaise qui a démontré, ils ont cité même le nom des officiers militaires qui sont dans notre armée. Et ça, c'est une infiltration. C'est ça la balkanisation. Nous parlons de quoi? Il y a d'autres pays. Vous avez posé la question pourquoi la guerre ne se termine pas. Mais l'infiltration est là. Et ces gens sont en train d'eux-mêmes de se retirer. Petit à petit, ils ont compris que là, ça chauffe. Je vais vous envoyer cet élément-là, vidéo, où vous voyez, bon voilà, moi je suis colonel, je suis dans cette armée-là, nous voyons le tribalisme. Oh, mais quand on parle de Mukongo, mais c'est normal. Quand on parle de Moulouba, c'est normal. Nous, on est habitués comme ça. Mais quand on vous parle que vous êtes tout et vous dites que c'est... Combien de Congolais sont dans l'armée rwandaise? Combien de ministres sont dans le gouvernement rwandais? Est-ce qu'il y a même un bourgmestre là-bas? Congolais, d'origine congolaise. Nous devons revoir les choses. Nous devons revoir. On n'a rien contre eux. On ne les a pas insultés. Mais quand vous venez dans un pays, essayez de vous acclimater. Suivez les lois de ces pays-là. Il y a des gens qui sont des Belges. C'est comme aujourd'hui, vous êtes Belge. Vous êtes né en Belgique, des papas étrangers congolais. Mais vous commencez à réclamer une partie de la Belgique, peut-être de la Wallonie. Non, ça c'est chez nous. Ça ne se passe pas comme ça. Non, 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 ça ne se passe pas. Papa, ça ne va pas marcher. Si Kabila les avait permis que ce soit comme ça, si Kabila avait créé lui-même le M23, parce que c'est Lubanga. Kabila n'a jamais dit ça. C'est Lubanga qui a déclaré Kabila ça. Kabila n'a jamais dit. Je dis bien ceci, Kabila ne va pas te le dire. Non, mais nous parlons ici de M23. Les créateurs de M23, l'autorité morale et spirituelle des œufs de M23, c'est Kabila, tout le monde le sait. Avez-vous des preuves? Thomas Lubanga l'a dit à la CPI, pour que sa peine puisse être commuée, il a dit que je vous dis que le M23 c'est Kabila, il a donné tous les éléments. Aujourd'hui, nous avons porté plainte. Vous faites foi à la CPI. Thomas Lubanga, c'est votre point de vue. Mais c'était son vous rejetez en bloc ce que dit Claude, c'est Claude Ngoma, comment il s'appelle encore? Les porte-parole de M23. Non mais écoutez. Willy Ngoma. Mais toi, tu es ici rapporteur de Willy Ngoma. Non, je vous pose des questions. J'ai dit c'est un terroriste. Quelqu'un qui vient vous terroriser, qui tue vos enfants, qui viole vos femmes. Thomas Lubanga aussi, c'est un seigneur de guerre. Mais oui. Mais tout ça, ce sont les amis de Kabila. C'est lui qui nous avait amené ça ici. On chute. Qui a amené les Kadogé ici? C'est la fin déjà. Nous devons revoir notre histoire. On ne doit pas refaire les mêmes erreurs. On ne doit pas mettre dans des endroits, des lieux stratégiques, les seigneurs de guerre, ou bien des personnes qui sont nuisibles, qui peuvent créer beaucoup de problèmes. On a vu ici ce qui a failli se passer avec ce jeune homme qui est venu se faire tuer ici, Christian Malanga et les autres. On a vu, il est mort gratuitement. Il est mort gratuitement. Il a même amené son fils dans une entreprise criminelle avec tout ce qu'on a vu. Aujourd'hui, comme on dit, nous pouvons comprendre que la Constitution, et je la soutiens, elle doit être non seulement révisitée, elle doit être changée, parce que nous avons des intellectuels, notre Constitution, notre histoire. Une manière de comme l'a dit président Kabila de revenir, parce que vous vous souviendrez l'autre fois devant les chefs d'État africains, Kabila avait dit, je vous dis à bientôt, non pas au revoir je crois. Ah, parce qu'il est dans la monarchie. Et certains opposants disent qu'il y avait une coopération entre Kabila et Tshisekedi, faire ces deux mandats et laisser la place à Kabila. Donc il faut changer la constitution pour permettre à Kabila de revenir aux affaires. Une minute, on se quitte. Si le père de Kabila était le géniteur de la RDC, il va revenir, c'est pas un problème. Ce ne sont pas dans la monarchie. Mais Kabila, s'il sait d'où il est venu, le Congo lui a tout donné. Mais non, même si... Bon, attendez, Kabila, tout le monde l'a vu. Si on changeait la constitution, il est citoyen congolais comme vous et moi. Je reviens. Venir à la course. Mais si je reviens, j'ai dit, ne soyez pas mon co-débatteur. Non, je vous pose des questions. Kabila est arrivé ici en plein jour avec le bottes en caoutchouc. Il est sorti avec des Porsche. Est-ce qu'il connaissait le prix d'une voiture Mercedes? On dirait autant aussi pour d'autres présidents aussi. Non, mais vous en faites pas. J'essaie seulement de vous dire. La RDC lui a tout donné. On a vu sa sœur jumelle qui nous a dit qu'elle a été préparée, formée en Tanzanie. Elle était couturière. Elle était devenue députée ici. Le Congo les a tout donné. Et là, une forte, de grandes sociétés ici. Tout le monde sait que Mme Olive Lembe, elle était à Bukavu, elle faisait ses petits commerces. Aujourd'hui, elle a même des grandes sociétés. La RDC les a tout donné. Maintenant, il va revenir pour faire quoi? Qu'est-ce qu'elle n'a pas pu terminer depuis 18 ans?
Merci beaucoup. Il a voulu changer la constitution de 2016. Ça a créé des morts qui sont sous sa conscience. Aujourd'hui, lui, il est content d'aller terminer son doctorat. C'est ce que nous craignons quand vous voulez aussi changer la constitution. Sinon, c'est pas... Tshisekedi n'est pas un dictateur, Kabila était un dictateur. Faisons le parallélisme. Un dictateur sanguinaire. Tshisekedi, c'est un démocrate libéral. Comment vous définissez un dictateur d'après vous? Mais un dictateur, c'est quelqu'un d'abord qui vous prend toute la liberté. Vous n'avez pas le droit de manifester. On a vu. Vous n'avez pas le droit ni de les critiquer. Alors, à la Tshisekedi, tout le monde passe ici. Tshisekedi n'a pas étudié. On a fait ça. Vous rentrez chez vous à la maison. Tshisekedi, tout ça. Défendre. Je suis journaliste, j'essaie de quoi je parle. Je parle de la dictature. Il est parmi le seul, ou encore parmi les rares présidents qui a été beaucoup plus critiqué ici au pays. Ah, et qui a beaucoup tué aussi. J'ai pas de la critique. Merci beaucoup, docteur, d'être venu. J'ai dit qu'il y a beaucoup tué aussi. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Il a ses mains propres. Kabila nous a tués. Les manifestations interdites. Kabila a tué qui? J'ai dit exemple. Vous citerez qui? Oh, je vais citer Tchébéa. Vous citez? Tchébéa. Je vous cite Okende. Qui encore? Et je vous cite Arma Tungoul. Je vous cite Olivier, un jeune qui vient d'être assassiné ici dans les locaux de la police. Qui encore? Vous avez des preuves? Non, parce que vous n'avez pas de preuves non plus que c'était Kabila. C'était son régime et vous attribuez ça à Kabila. Arma Tungoul a frappé un caillou, on l'a arrêté, il a été torturé. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas son corps. Deuxièmement, les manifestations dans les sièges de l'UDPS. Un missile est tombé là-bas, plus de 50 morts. Tout ça, c'est Kabila qui avait envoyé. Non, le ciel était incendié même. Mais oui, mais c'est incendié par un missile. Les manifestations arrêtées. Les manifestations. J'ai perdu un grand frère là-bas. Effectivement, paix à son âme. Alors, citez-moi maintenant ce que Kabila a fait.